Voyons les règles du système de taux de change flottant. Principale caractéristique de ces systèmes de taux de change flottants, déjà, les monnaies n'ont pas de parité officielle. Personne ne déclare rien. Nul ne donne, a priori, le cours du dollar en euros ou l'inverse. Et ça, c'est vrai pour toutes les monnaies participant au système. Les taux de change des monnaies varient en fonction de l'offre et de la demande. C'est la seule règle. Alors, avant aussi, vous allez me dire. Sauf que l'offre et la demande, elle est influencée par les interventions des banques centrales. Avant. Quand il y a trop d'offres par rapport à la demande, eh bien, la banque centrale du pays incriminé va faire repartir la demande. Comment va-t-elle faire repartir la demande de monnaie? Eh bien, en achetant elle-même sa propre monnaie sur le marché d'échange. Donc c'est bien l'offre et la demande dans les deux systèmes qui conduisent à la fixation des taux de change, sauf que dans le système de taux de change fixe, cette offre et cette demande est pilotée et contrôlée en tous les cas par les banques centrales, puisque elles doivent assurer la parité de la monnaie. Voilà la différence essentielle. La banque centrale, du coup, n'est pas obligée d'intervenir pour soutenir le cours de sa monnaie. Elle peut laisser filer sa monnaie à la baisse ou à la hausse, et il n'y a pas de contrainte particulière, hormis celle qu'on va se fixer. Ça peut être un objectif de politique intérieure, par exemple, pour limiter les importations. Ça peut être un objectif que de faire baisser la valeur de sa monnaie, de laisser filer à la baisse la valeur de sa monnaie. Ça va renchérir les importations, et donc on peut penser qu'on va préférer des productions nationales. Donc ça peut être aussi une volonté de politique économique qui conduit à intervenir sur la valeur de la monnaie. Les banques centrales, seules ou de manière concertée, peuvent intervenir sur l'offre et la demande de devises. Seules ou de manière concertée. C'est-à-dire, voilà, j'estime que, en tant que pays, le cours du dollar est trop élevé. Je suis la Banque fédérale américaine, donc je trouve que le prix du dollar est trop élevé par rapport à l'euro. Bon, je ne peux pas intervenir sur ce qui se passe chez les Européens. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire baisser la valeur du dollar. Comment? En intervenant sur le marché d'échange. Et donc là, en offrant des quantités massives de dollars, donc en rachetant des devises. Et ça va mécaniquement faire baisser la valeur du dollar. Alors, de manière concertée, c'est un épisode intéressant de notre histoire monétaire. On s'est dit, voilà, notre système monétaire de taux de change flottant, il n'a plus de règles. C'est ça, c'est un non-système, si vous voulez. En fait, on devrait dire, il y a le système des taux de change fixe, puis il y a le non-système monétaire. Et on est aujourd'hui dans le non-système monétaire, puisque, en fait, la seule règle, c'est l'offre et la demande. Donc c'est pas un système, ça suffit pas. Alors on s'est dit, pour arriver à concilier l'intérêt de la règle, enfin l'intérêt de la stabilité d'un système de taux de change fixe et puis la grande flexibilité, la grande souplesse d'un système de taux de change flottant, on va instaurer les taux de change flottants, mais on va se concerter. C'est-à-dire les grandes banques centrales, les grands argentiers de la planète se réunissent une fois ou deux fois par an et disent voilà, notre objectif c'est de faire baisser le dollar parce que manifestement il est trop élevé. On est tous d'accord pour ça. Ou réévaluer le yen. Et ça va s'appeler, dans notre histoire monétaire, à partir des années, la moitié des années 80, ça va s'appeler les accords du Louvre, les accords du Plaza, qui sont des accords de coopération internationale pour faire baisser le dollar, pour faire remonter le yen. Les exemples étaient particulièrement bien choisis. Et ça, c'est toutes les banques centrales, de manière concertée, qui vont intervenir d'une manière coordonnée pour faire baisser la valeur d'une monnaie ou pour faire réévaluer une autre monnaie. Donc c'est un système mixte, si vous voulez. C'est la liberté, les marchés, mais avec la possibilité d'une action concertée des banques centrales. C'est ce qu'on appelle un flottement impur. Pourquoi impur? Parce qu'il n'y a pas de nécessité d'intervention, et pourtant, on décide d'intervenir. C'est donc la situation du système monétaire international, c'est que c'est taux de change flottant depuis
73 ou 76, hein, encore une fois, avec le problème de la date de la fin du système de taux de change fixe. Alors, avantages et inconvénients des taux de change flottants. Très grande liberté de politique économique, ça c'est sûr. Hein, et c'est ça qui est recherché. Hein, et quelque part, c'est les marchés aussi qui font. Vous savez qu'on a une très grande croyance dans l'efficience des marchés. Hein, malgré les crises, on croit toujours que le marché est l'institution économique la plus efficace. Donc, liberté de la politique économique et instabilité monétaire, ce sont les deux conséquences, une positive et l'autre négative, puisque l'instabilité monétaire, globalement, on doit la considérer comme quelque chose contre lequel il faut lutter. Alors, avantage du flottement des monnaies, résorption automatique des déficits extérieurs. Pourquoi ? Si j'ai un déficit extérieur, ça veut dire que mes importations sont supérieures à mes exportations. Pourquoi ? Je n'arrive pas à vendre suffisamment. Peut-être parce que je suis trop cher. Eh bien, si j'ai un déficit de ma balance commerciale, donc de ma position extérieure, je vais avoir une baisse de la valeur de ma monnaie. Ça tombe bien, parce que si j'ai un problème de compétitivité prix sur mes exportations, comme le prix de la monnaie baisse, eh bien, le prix de mes exportations à l'étranger va diminuer. Et donc, je vais revenir à l'équilibre de ma balance commerciale. C'est pour ça que l'on dit que le principal avantage des taux de change flottants, c'est la résorption automatique des déficits extérieurs. En vérité, il n'en est rien. C'est un effet théorique qui est contrarié par beaucoup de choses. Par exemple, donc, dans la situation de la France, vous savez que la France est très dépendante de ses approvisionnements en énergie, hein, et que pour cela, elle ne peut pas payer avec la monnaie nationale, elle paye de toute façon en dollars. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, même si on essayait, par exemple, si on avait un déficit commercial extrêmement important, hein, au niveau de la zone euro, eh bien, est-ce que, en laissant filer la monnaie à la baisse, ça rétablirait notre commerce extérieur ? La réponse est non. Ça renchérirait considérablement le prix de nos importations en énergie, qui ne sont pas substituables à des productions nationales. Hein, donc, c'est pas du tout aussi automatique. C'est un avantage théorique, on va dire. Hein, mais dans la réalité, on a du mal à le retrouver tel quel. Deuxième avantage, plus grande autonomie de la politique économique. Je vous ai dit, ça c'est réel, que soutenir son taux de change, eh ben, c'est consacrer la politique économique à ça, pour l'essentiel. À partir du moment où on a pu agir sur le taux de change, on peut faire autre chose. Donc cet argument semble assez sérieux. Et puis, on peut utiliser la valeur de la monnaie comme instrument de compétitivité prix. Alors ça, c'est intéressant, et en même temps, on rentre dans le cadre de la concurrence déloyale, voire dans les mesures protectionnistes. Hein, le fait de manipuler le taux de change de sa monnaie pour que ce soit favorable aux échanges nationaux, c'est une manière très habile de protectionnisme. C'est le cas, évidemment, du yuan et du dollar, aujourd'hui, par rapport à l'euro. Pour la même raison, le yuan est accroché au dollar. Hein, le yuan ne varie pas. Vous savez que le yuan a une parité qui reste stable, mais complètement stable, avec le dollar. C'est la politique monétaire chinoise. Pourquoi ? Parce que leurs principaux partenaires, et puis la principale monnaie qu'ils utilisent aussi les Chinois pour acheter de l'énergie, etc., c'est des dollars. Donc, le dollar monte, le yuan monte dans la même proportion. Le dollar baisse, il baisse dans la même proportion. Le problème, c'est que le dollar est sous-évalué. Ça fait un paquet de temps qu'il est sous-évalué, puisque les Américains voient là un trou à leur balance commerciale qui n'a jamais été aussi important, leur position extérieure qui est totalement déficitaire, et donc, il faut que le dollar soit fait pour qu'il y ait une reprise de la position extérieure américaine. Donc, les Américains ont sciemment laissé filer la valeur du dollar à la baisse, entraînant à leur suite les Chinois. Donc, les Américains ne peuvent pas dire aux Chinois que leur monnaie est sous-évaluée. C'est aussi un grand avantage, puisque les Chinois leur disent, finalement, elle n'est pas sous-évaluée, ou alors le dollar l'est, puisqu'on reste dans le même taux de change.
Donc c'est un très très bon argument. Et même vis-à-vis des Européens, ils disent, mais nous, vous savez, on a fait le choix d'être indexé sur le dollar. Si le dollar montait, eh ben le yuan monterait aussi. Le dollar baisse, et c'est vrai, le yuan baisse, mais c'est pas notre faute. Donc c'est une très très bonne position que la position monétaire chinoise aujourd'hui, qui favorise leur commerce extérieur, évidemment, leurs exportations, et qui ne peut pas faire trop l'objet d'une critique importante, puisque ils sont aussi influencés par les variations du dollar lui-même. Donc, on peut utiliser effectivement, et donc c'est une bonne chose pour les pays qui l'utilisent, c'est une mauvaise pour les autres, parce que pour les autres, eh bien, ça s'apparente à du protectionnisme, et quelque part c'est une entrave à un libre commerce ou un commerce équilibré entre les nations. Inconvénient, instabilité monétaire, variation des taux de change, qui est assez impressionnante. Ça pénalise et ça fausse le commerce international, puisque les prix vont varier totalement artificiellement avec les taux de change. Et ça encourage la spéculation contre les monnaies. Je vous ai dit tout à l'heure, un des avantages du système de taux de change fixe, c'est que, la parité des monnaies étant déclarée, il y a peu de spéculation, puisque les variations sont infinitésimales. Là, les variations sont de grande ampleur, donc j'ai intérêt à spéculer. Entre parenthèses, les spéculations vont conduire à quoi? À amplifier les variations. Il faut qu'il y ait variation, instabilité pour qu'il y ait spéculation, et la spéculation va engendrer des variations supplémentaires. Ça, c'est le mécanisme de fonctionnement de la spéculation.